Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Chaque semaine j'ai un programme très chargé mais un très beau programme, je pense que vous allez bien rigoler en fait. J'ai quelques sorties assez cool, puis j'ai des sorties qui sont beaucoup moins drôles aussi par contre, mais non moins délicieuses. Alors on commence tout de suite avec Le Souffle des Légendes, très beau cover, d'ailleurs je vais vous l'ouvrir au complet, vous allez voir, c'est un espèce de bestiaire magnifique. Le Souffle des Légendes, on est aux éditions Comico. Et c'est un shonen d'aventure, un peu dans le style Ghibli, bohème, très poétique, avec des univers fantastiques dans lesquels on se perd, le genre d'univers qu'on adore hein, chez Otaku. C'est une série qui comporte pour l'instant un seul tome, au Japon elle est vraiment pas très avancée, fait qu'on est chanceux de la prendre dès le début. Et dans Le Souffle des Légendes, on va suivre Lai et son assistante, qui sont déjà des agents du sanctuaire. Le sanctuaire c'est une organisation secrète neutre, dans lequel qui évolue dans un univers aux créatures mythiques. Vous avez pu le voir hein, sur le cover. J'aime beaucoup l'espèce de dragon là orange avec des plumes de toutes les couleurs sur lequel l'assistante de Lai se déplace. Je l'aime vraiment beaucoup ce personnage là. Et donc Lai et son assistante sont en permanence sur la route. Le duo a pour mission de regrouper, de compiler les contes et les légendes qui sont en vogue sur les créatures mythiques, justement. Et ils doivent arriver à retracer donc la vérité sur ces mythes, pour pouvoir les compiler, en faire un livre à la fin, parce qu'évidemment, un des contes et légendes, ça se transmet à l'oral, ça se transforme, et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver vraiment la vérité autour de chaque créature mythique. Donc c'est un univers riche, avec un bestiaire vraiment complet, des rencontres improbables. On va vraiment être plongé dans ce manga fantastique et dans son univers, comme vous pouvez le voir sur le dessin, c'est super beau. C'est très immersif en fait. Donc, univers super riche, vraiment avec un bestiaire d'une richesse incroyable. C'est vraiment fait comme un récit tranche de vie mais mythologique, avec un sentiment d'aventure, de voyage qui sont extrêmement présents. Et que si vous aimez voyager dans les mondes imaginaires du manga, c'est sûr que le souffle des légendes est pour vous. Alors, probablement que vous aurez déjà aimé Drifting Dragons ou Créatures Fantastiques. On est vraiment dans ce style-là, la fantasy mais très calme, très tranche de vie. Alors c'est Le Souffle des Légendes. Et je continue en fantasy, mais alors là dans un style bien différent et pas mal plus d'action, c'est Berserk of Gluttony. Vous en avez déjà entendu parler, il est sorti en light novel, il est sorti en version anglophone, c'est un animé quand même assez connu, fait que c'est pas un titre qui vous est inconnu, j'en suis certaine. On est aux éditions Mao, et c'est un shonen isekai, bien sûr, dans un monde de fantasy. C'est une série qui comporte pour le moment 7 tomes au Japon et qui n'est pas encore terminée. Alors on va y suivre Fate, le jeune garçon de la couverture, qui est un jeune garde avec une compétence assez inutile. Sa compétence c'est la gloutonnerie. Il mange sans s'arrêter. Puis en fait cette gloutonnerie, bon c'est une compétence mais c'est aussi une malédiction. Une malédiction qui l'affame encore et encore. Pendant l'une de ces rondes, il va tuer un voleur. Et au moment où tue ce voleur, sa gloutonnerie s'affirme. Il va s'emparer des compétences de ce voleur et son pouvoir va lui offrir ce pouvoir-là va lui ouvrir de nouvelles opportunités finalement. Fait que cette force, il va vouloir la mettre en œuvre pour protéger la jeune fille qu'il aime. Et le problème, c'est que pour en bénéficier, il doit constamment laisser libre cours à sa gloutonnerie. Donc c'est un peu un cercle vicieux qui va s'installer. Donc toute l'intrigue va tourner autour de est-ce qu'il va trouver une solution pour utiliser correctement ce pouvoir à double tranchant, puis enfin pouvoir vivre heureux avec sa dulcinée. Alors il y a un petit côté, on est vraiment dans un univers fantasy très développé. Par contre il y a un petit côté fiche de compétences, je vais essayer de vous en trouver une sur les dessins, j'arrive plus à les trouver. Mais bref, il y a si je les trouve, voilà c'est ça, juste ici, voilà.
petit côté fiche de compétences ici, même si c'est pas présenté comme une fiche comme on voit souvent. Ce côté fiche de compétences, ça sort un peu le lecteur de l'univers de fantasy pour le plonger dans un isekai de style RPG, ce qui est un peu dérangeant parce qu'on nous sort de l'univers où on nous avait emmené. C'est un peu dommage, je trouve. Par contre, le côté isekai, bah, c'est sûr que c'est assez prometteur. C'est assez violent, c'est assez gore, il y a de l'action, il y a un personnage qui a une compétence qu'on n'a jamais vue, c'est somme toute original. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est assez rare de voir ça, il y a quand même 3 auteurs qui travaillent sur le dessin, 3 auteurs principaux et non pas un auteur puis des assistants. Et un de ces 3 auteurs est aussi en charge du dessin de Kuma Bear, un des isekai que vous avez le plus aimé ces derniers temps. Alors c'est Berserk of Glutton. Pardon, Berserk of Gluttony. J'allais dire of gloutonnerie, mais ça marchait pas en anglais. Et une réédition très attendue, c'est celle de Tokyo Mew Mew, le fameux Tokyo Mew Mew dont tous les fans de manga des années 90 vous parlent, j'en suis sûre. Et puis là, vous êtes quoi? C'est quoi Tokyo Mew Mew? J'ai jamais vu ça, je connais pas. Ben là, vous allez pouvoir connaître. Alors, Tokyo Mew Mew, on est aux éditions Nobinobi. C'est un shoujo d'aventure, vraiment de magical girl pure et dure. C'est donc une réédition qui date des années... Enfin, la série originale date du début des années 90. Cette réédition est une réédition double, comme vous le voyez, un peu plus épaisse. Et elle va comporter 4 volumes en tout. Alors vous constaterez que les graphismes sont très ancrés dans les années 90 avec les yeux shoujo qui font les 3/4 de la tête. C'est un style qui a un peu vieilli, mais sérieusement, enfin voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce qui se faisait à une certaine époque et comment le dessin a évolué, c'est sûr que ça reste très très pertinent. Ce qui est aussi intéressant dans les mangas de ces années-là, dans les shoujo de ces années-là, vous aviez toujours des fiches personnages, des interventions de l'auteur, des petits sketchs comme ça, des fois c'était sur le côté, bref, c'est très très marqué années 90, donc très très retour en arrière, nostalgie, etc. Alors on suit notre héroïne qui s'appelle Ichigo Monomiya, et elle a enfin un rencard avec le beau Aoyama. Puis durant le date, elle est victime d'un accident. Cet accident va lui donner des pouvoirs de style Magical Girl, donc elle devient alors une justicière Mew Mew avec des pouvoirs de Magical Girl, évidemment le costume de Magical Girl qui va avec, et le familier. Et donc Ichigo va être le dernier rempart devant une invasion alien imminente. Scénario très classique de Magical Girl, encore une fois, on est dans un des grands classiques, donc c'est logique aussi de retrouver une histoire très, très classique. Et donc Ichigo ne devra pas combattre tout seul, évidemment. Elle sera accompagnée de 4 autres filles qui seront elles aussi des justicières Mew Mew, qui ont les mêmes pouvoirs qu'elles, et donc ensemble, toute l'intrigue va tourner autour de est-ce qu'elles arriveront à contrer cette invasion. Bien sûr, agrémenté d'histoires de cœur, de petits soucis de la vie quotidienne, etc. Ah bon, voilà. Ma pile de livres est tombée parce que je m'emballe, tu vois, je parle de nostalgie, puis c'est ça qui se passe. Et voilà. Alors, donc, comme je disais, c'est vraiment un manga qui est plein de nostalgie, un classique du genre Magical Girl, quand même un incontournable. Là. Donc, si vous aimez Sakura Card Captor, si vous aimez Sailor Moon, Shugo Chara, c'est sûr que Tokyo Mew Mew, ça reste vraiment dans la même veine, donc vous allez clairement aimer ça. Alors, Tokyo Mew Mew. Et j'en arrive au clou de ma semaine, Kiruru Kill Me, vous en avez probablement entendu parler aux éditions Kurokawa. Kurokawa a fait beaucoup de promotions pour ce titre et c'est justifié. Vous avez les 2 premiers volumes qui sont sortis à date. Alors j'ai dit que vous alliez bien vous marrer au début de cette vidéo, puis je parlais bien évidemment de Kiruru Kill Me. Alors l'auteur c'est Kano Yasuhiro, qui est aussi l'auteur de Kiss X Death. Vous avez peut-être jamais entendu le nom de l'auteur, mais retenez-le parce que c'est un auteur très prometteur. C'est une série qui comporte pour le moment 4 volumes au Japon et qui m'a fait mourir de rire absolument tout le long. Alors on suit Nemo Aoi qui est le jeune directeur fortuné d'un gros groupe pharmaceutique. Je vais faire attention à ce que je vous montre comme image parce que c'est quand même assez intense. Alors au détour d'une soirée, il va faire la rencontre inopinée de la belle Kiruru. Et alors je vais essayer de vous montrer l'image de la rencontre parce qu'elle est quand même assez phénoménale, mais voilà. J'aime juste vraiment beaucoup avec le petit clin d'œil à Kiss X Death.
Fait qu'il va faire la rencontre de Kiruru et c'est, comme vous le voyez, hein, le coup de foudre immédiat. Alors il va finir par la retrouver et il va découvrir le secret de Kiruru. Cette fille-là, en fait, à la soirée, elle était serveuse, puis elle était infiltrée parce que c'est un assassin, c'est une espionne. Et bah, comme il est devenu fou amoureux, il va un peu il va trouver une solution un peu stupide pour se rapprocher de Kiruru, stupide mais juste complètement hilarante. Tout simplement il va mettre sa propre tête à prix pour s'improviser des rencontres avec la meurtrière. Alors une relation pas comme les autres va prendre forme et voilà, c'est la relation entre la victime et son assassin. Mais bon, il est quand même très fort et Kiruru n'arrive jamais à le tuer. Jamais, jamais, jamais. Alors c'est un concept vraiment original qui va nous amener à juste être complètement mort de rire à tout le long du manga. On est vraiment dans le style d'humour de Spike's Family ou de Assassination Classroom. Par contre, attention, c'est un manga qui est beaucoup plus mature. Il y a énormément de fanservice. Et puis, je pense que si vous écoutez nos vidéos, vous savez qu'on n'est pas fan, qu'on n'aime pas ça le fanservice chez Otaku. On n'aime pas ça le fanservice gratuit. Mais pour le coup, dans Kiruru Kill Me, c'est du fanservice qui est juste obligatoire et qui sert l'œuvre et qui rend l'œuvre complètement hilarante. Fait que c'est une des premières fois où j'ai adoré le fanservice qui est complètement omniprésent dans le manga, qui est des fois complètement gratuit, qui des fois sert l'œuvre, mais qui juste nous fait toujours rire. Fait que vraiment une œuvre quand même très mature, mais carrément hilarante. Donc Kiruru Kill Me, vraiment à découvrir, très beau manga. Allez, je passe à de la création. C'est un coffret d'origami qui contient un livre de modèles et comme des feuilles à origami qui vont être un peu faites aux couleurs des fleurs ou d'insectes qu'on peut retrouver dans un jardin. Et donc toutes les thématiques sont sur les fleurs ou les insectes. C'est assez cool, puis c'est des origamis vraiment faciles pour un public assez jeune ou qui débute en origami. Franchement, c'est original. On voit beaucoup de choses d'origami, mais là, il y a quand même une originalité que j'avais pas vue avant. Donc le jardin en origami. Puis on voit que c'est le printemps parce que les fleurs continuent de pousser. Alors mon deuxième livre plus créatif aujourd'hui, c'est Ikebana, l'art floral au fil des saisons. C'est une réédition chez Nuit Nuit, qui est une maison d'édition que j'adore. Puis bon, l'Ikebana, vous le savez, hein, c'est l'art floral japonais, le sublime et l'essentiel dans l'art floral. Voilà, donc comme tout pour apprendre l'essence de cet art ancestral qu'est l'Ikebana. C'est quand même assez impressionnant comme art floral, honnêtement. Je sais pas si je saurais faire, mais ça demande beaucoup de créativité puis d'intellectualisation de la nature, mais c'est juste un très beau livre. Donc l'art floral au fil des saisons, l'Ikebana. Et on va continuer dans le gothique, The Vampire and the Rose. Donc, shoujo gothique, évidemment, c'est une série qui comporte déjà 9 volumes au Japon, qui n'est pas encore terminée, sur la thématique, bien évidemment, des vampires, vous l'aurez deviné. Alors ensuite, Chiyu, qui est une humaine, très timide, ainsi que Yomiya, qui lui est un vampire très extraverti. Alors tout les oppose et puis pourtant ils vont devenir assez vite inséparables. Alors un jour Yomiya va faire un malaise parce qu'il est en manque de sang et donc Chiyu va décider de lui donner son sang. Et Yomiya va immédiatement devenir accro au goût du sang de Chiyu et va décider de ne plus la quitter. Chiyu, elle va un petit peu, malgré elle, tomber amoureuse de ce vampire, mais elle est complètement tiraillée parce que elle va se poser la question, est-ce qu'elle doit écouter son cœur et fondre dans les bras de Yomiya, ou est-ce qu'elle doit suivre ce que ses valeurs lui disent? Puis pourquoi ses valeurs? Tout simplement parce que Yomiya est un vampire assez volage. Il multiplie les conquêtes amoureuses et elle trouve ça assez déroutant, puis elle n'approuve pas du tout ce genre de comportement. Alors il y a vraiment ce tiraillement entre les deux. Donc est-ce qu'un compromis va être possible et est-ce que l'histoire d'amour va bien pouvoir avoir lieu? C'est un shoujo assez classique de vampire, très tout public, hein. Souvent dans le gothique on a des choses un peu plus matures. Ici ça s'apparente plutôt à Bloody Prince, on est dans le style un peu Vampire Night également, shoujo
gothique, mais plutôt tendance mignon que tendance vraiment intense et mature. Petite découverte assez sympa pour les fans du genre, honnêtement, mais vraiment, voilà, vraiment si vous êtes un peu plus jeune et que un peu trop jeune encore pour les deux gothiques, ou si vous aimez les histoires plutôt mignonnes plutôt que intenses, bah, c'est sûr que c'est plutôt pour vous. Donc The Vampire and the Rose. Mon manga suivant s'appelle Otoshiori, trésor japonais. Alors les Otoshiori au Japon, ce sont les personnes âgées qui font partie intégrante de la société et qui pourtant la vie est assez difficile parce que il n'y a pas forcément une grande acceptance une grande acceptation des personnes âgées. Otoshiori s'est présenté comme un carnet de voyage qui met à l'honneur des places à visiter si vous allez au Japon, un peu comme un guide de voyage, mais qui sont tenus ou qui rassemblent des personnes âgées japonaises. Et puis, donc voilà, c'est vraiment comme un croquis, un carnet de voyage en croquis, et à la fois un guide de voyage. Donc on va vous parler de petites places, des petits cafés, les coffee shops au Japon, là c'est juste extraordinaire, des tea house, des ramen, des sento. C'est les bains publics japonais où il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent se baigner, et à la fois en plus de présenter la place, ça va raconter l'histoire du propriétaire ou l'histoire d'un des clients, par exemple, réguliers, que l'auteur a rencontré lors de ses voyages. Fait que c'est super beau, c'est super touchant. Puis je trouve ça intéressant que ça rende hommage aux personnes âgées au Japon parce que le vieillissement de la population au Japon, c'est quand même un problème réel. Il y a un énorme fossé entre les générations. Vraiment, vraiment, il est juste gigantesque ce fossé. Si vous aimez la science-fiction et que vous avez lu Last Hero et Nuyashiki, on touche un peu du doigt cette problématique-là. Inyo Asano en avait beaucoup parlé aussi dans certaines de ses œuvres. Et c'est vrai que là, le livre présente la vieillesse comme le pouvoir de l'expérience et le pouvoir de transmettre aux jeunes, à la jeune génération, tout ce qu'ils savent. Donc, et puis il y a aussi cette culture au Japon de prendre soin des trésors vivants. Ça s'appelle des trésors vivants en fait au Japon. Un maître d'arts martiaux, ça c'est quand même assez cool aussi. Fait que le livre présente vraiment les Otoshiori, les personnes âgées, comme les trésors vivants du Japon qui vont pouvoir transmettre leur expérience aux jeunes. Très très beau livre et en plus un guide de voyage. Donc si vous avez prévu d'aller au Japon bientôt, je suppose pas tout à fait bientôt vu la situation, mais on espère le plus tôt possible. Otoshiori, c'est pour vous. Alors je continue avec une BD grand format chez Dargo, ça s'appelle La jeune femme et la mère. C'est vraiment c'est pas vraiment un manga, c'est plus une BD inspirée du Japon. C'est un one-shot. C'est écrit par une auteure française qui a fait un voyage un peu initiatique au Japon. C'est une artiste, puis elle cherchait l'inspiration. Alors cette jeune femme française, elle, en arrivant au Japon, elle s'exprime ainsi. Elle dit: je voudrais dessiner la nature japonaise. Puis on lui dit: ben c'est pas gagné ma belle, parce que t'es pas japonaise, puis tu comprendras jamais la nature. Alors les Japonais sont impitoyables. Alors elle fait la rencontre d'un peintre qui lui cherche une femme à peindre, mais qui n'a jamais trouvé la femme à peindre. Alors, comment est-ce que cette inspiration, ils vont la trouver? Ben, ils vont la trouver de deux façons. Ils vont voir une espèce d'arrangement. Il va y avoir la mystérieuse tenancière d'un onsen, donc vous savez, c'est comme ces spas en plein air naturel, qui s'appelle Nami, qui va arriver à prédire le temps. Et il va y avoir les apparitions incongrues d'un tanuki fort bavard, qui, pour l'un et l'autre, vont être deux facteurs qui vont les tendre à se rapprocher et finalement à se rendre mutuellement service dans leur création artistique. Donc, vibrer et s'imprégner de la nature est vraiment la bonne voie pour teindre la nature japonaise, puis c'est de ça qu'elle va se rendre compte. Donc c'est vraiment un livre à lire, mais surtout à contempler, parce qu'il y a des très très belles images, puis il y a des images qui sont en pleine page, là j'ai essayé, voilà, je vais essayer de vous en trouver une, voilà, comme ceci, et qui ont vraiment des allures de ukiyo-e, vous savez, ces estampes japonaises, je pense que vous avez reconnu, c'est assez incroyablement dessiné. Donc si vous aimez tout ce qui est plus culturel sur le Japon, La jeune femme et la mère, très très belle BD. Et oui, j'aime ça aussi, présenter des BD de temps en temps, ça fait du bien de présenter autre chose, des choses qui rendent hommage au Japon, ce pays qu'on aime tant. Alors mon prochain manga c'est Saturn Return, très très beau cover comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer aussi l'arrière. J'aime vraiment beaucoup, hein, c'est très
C'est très, très travaillé comme cover. Alors, on est aux éditions Akata, évidemment. Hein, Akata, c'est faire de très belles choses. Et c'est un seinen art et société qui est vraiment philosophique. Alors, c'est tranche de vie, mais surtout, on va explorer vraiment la psychologie humaine à fond. L'auteur, c'est Akane Torikai. Si vous ne connaissez pas encore ce nom, retenez-le. C'est une auteure qui a énormément de potentiel. C'est l'auteur de En proie au silence, du Siège des exilés. Elle met souvent en scène des personnages féminins et souvent vraiment va très très profondément dans la psychologie de ces personnages. La série Saturn Return comporte présentement 6 volumes au Japon, elle n'est pas encore terminée. Et on y suit donc Kaiji. Oh, j'adore ce plan. Alors je vais vous le montrer, c'est dommage de vous le montrer en premier, mais sérieusement je suis tombée dessus. Il est juste magnifique, je trouve que... Bon, c'est un roman qui va parler... Un manga qui va parler de solitude. Et puis dans ce plan, je trouve qu'on retrouve énormément la solitude du personnage. Il est à tomber ce plan. Alors, dans Saturn Return, on suit Kaiji, qui est une romancière et qui souffre du syndrome de la page blanche, entre autres. Elle souffre de plein d'autres choses. Elle est étouffée par son quotidien, elle est étouffée par ses obligations, sa vie n'est vraiment pas très enviable. Son chum voudrait un enfant, mais là, elle, en cachette, elle prend la pilule pour ne pas tomber enceinte, elle lui ment, et en plus, elle apprend qu'un de ses meilleurs amis s'est suicidé. Bon, bref, elle traverse une période vraiment difficile et le suicide de son ami va forcer Kaiji à replonger dans son passé qu'elle avait profondément enfoui pour un peu comprendre quelle est la raison de ce suicide, pourquoi est-ce que son ami avait prédit qu'il allait se suicider il y a des années ça quand il était très jeune, puis qu'elle prenait tout à la légère. Elle repense à cette phrase, puis ok, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prédise ça. Elle va se poser beaucoup de questions. Hein. Quel est le sens de la vie face à une vie qui ne vous ressemble pas? Qu'est-ce qu'il faut faire quand la société vous étouffe? Bref, beaucoup de questionnements et on va rentrer profondément dans la psychologie de notre personnage avec des personnages secondaires qui sont beaucoup plus légers, qui vont aider à alléger l'histoire, mais surtout qui vont aussi nous aider à aller plus profondément dans la tête de notre femme torturée. On est vraiment captivé, hein, le manga nous offre une ode à réfléchir au sens, à sa vie. Ça parle beaucoup de deuil, de mort évidemment. C'est une œuvre qui est quand même assez crue, autant dans les choix thématiques que dans la réalisation. C'est très adulte. Ça ressemble un petit peu à Errance de Inyo Asano. On retrouve vraiment ce sentiment de solitude qu'on a dans les œuvres de Inyo Asano. Ça ressemble aussi à My Broken Mariko qui, vous le savez probablement déjà, a été mon plus gros coup de cœur de l'année 2021. Fait que Akane Torikai, vraiment c'est un nom à retenir. J'avais beaucoup aimé ses autres œuvres, mais je trouve qu'avec Saturn Return, elle est vraiment au sommet de son art. Elle est beaucoup plus léger, mais non moins intéressant, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, refait en version manga, aux éditions Soleil, en un seul petit manga tout fin. Alors pour ceux qui ont lu l'Iliade et l'Odyssée, vous comprendrez bien que c'est très résumé, bien évidemment. Donc c'est vraiment une adaptation de littérature en manga, c'est une collection classique voilà, aux éditions Soleil, ils ont toute une collection comme ça de classiques de la littérature réinventés en manga pour nous les expliquer, nous les vulgariser, c'est très bien fait. Donc évidemment, adaptation de l'œuvre grecque la plus épique qui va mélanger des noms historiques, des panthéons divins. Il est vraiment temps avec ce manga de revivre la célèbre guerre de Troie qui a duré 10 ans. Le retour compliqué d'Ulysse chez lui, donc voilà, en bravant les dieux, en bravant les mythes et les légendes, les tempêtes, les mésaventures, donc vraiment les deux œuvres, celle de l'Iliade, celle de l'Odyssée, qui vont être réunies dans un seul et même manga. Donc c'est très très résumé, hein, comme je le disais au début, mais c'est cool pour avoir un premier aperçu de l'œuvre, enfin des deux œuvres. Ce qui est cool aussi, c'est la manière dont c'est présenté, parce qu'on va pas avoir l'Iliade d'un côté, l'Odyssée de l'autre, mais c'est présenté, les événements sont présentés de façon chronologique, c'est-à-dire qu'on va passer d'une œuvre à l'autre en respectant la chronologie des événements. Fait que ça, c'est cool de passer vraiment de l'Iliade à l'Odyssée, en s'en rendant compte des fois de façon beaucoup plus subtile. Tiens, le fameux cheval de Troie qui est ici. Donc si vous aimez tous les mangas de cette collection, ou les choses un peu plus explicatives comme la théorie
théorie de l'évolution ou le Capital de Marx qui ont été faits en manga également, mais c'est sûr que ce manga est pour vous. Et on continue dans la légèreté, puis les choses vraiment qui sont adaptées à un public plus jeune. C'est Yuzu la petite vétérinaire. On est aux éditions Nobinobi et c'est un manga pour enfants que je classe moi dans les styles kawaii. Vous allez voir que c'est très très mignon. C'est une série qui comporte 7 volumes au Japon et qui est déjà terminée. En fait, avec le cover, vous avez bien compris de quoi ça va parler. Hein. Ça va parler de vétérinaire, ça va parler d'une petite fille, puis ça va parler de plein d'animaux mignons. Mais pas que, puisqu'on va avoir des thématiques un peu plus fortes, un peu plus sérieuses aussi à travers ça, mais adaptées à un public jeune, dans la façon dont c'est traité. Donc la vie de Yuzu, qui est notre petite fille personnage principal, change rapidement. Elle va devoir habiter avec son oncle, qui est vétérinaire, parce que sa mère est hospitalisée. Donc Yuzu redoute vraiment ce changement, elle n'a jamais vraiment été à l'aise avec les animaux et son oncle va lui demander d'aider à la clinique, parce qu'elle va le faire un petit peu, pas vraiment de gaieté de cœur. Et pourtant, elle va se révéler très rapidement d'une efficacité étonnante pour aider son oncle. Elle va faire preuve d'une sensibilité bien particulière envers les animaux, envers leur maître. On va voir tout de suite qu'elle est faite pour ce métier. Donc vraiment un manga qui va nous montrer l'importance de bien traiter nos petits amis à poil et à plumes, parce qu'il y aura probablement des oiseaux à un moment donné. Parce que eux aussi ont des sentiments, puis comment est-ce qu'on fait pour les traiter, pour s'occuper d'eux, pour les rendre heureux. Un manga qui est vraiment adorable à souhait, mais avec, comme je disais, la thématique de la maladie avec la maman hospitalisée de Yuzu, de comment est-ce que les enfants peuvent vivre des drames familiaux comme cela. Ça ressemble vraiment au Paradis des chiens ou à Shokotan, toutes ces œuvres mignonnes mais avec un fond quand même, avec un fond sérieux. Donc Yuzu la petite vétérinaire. Et je termine aujourd'hui avec un titre original, Toi et moi, le jour de la grande catastrophe. J'adore ce titre. On est aux éditions IMHO BD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas IMHO, le logo est représenté comme ceci. Et attention, c'est un éditeur qui aime déranger. Ils aiment faire des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Fait qu'avec Toi et moi, le jour de la grande catastrophe, on est vraiment dans ma catégorie adulte WTF, littéralement. C'est un one-shot. Et c'est un one-shot qui parle des relations hommes-femmes. C'est assez inattendu avec un titre pareil. C'est présenté sous forme de recueil d'histoires courtes. Vous allez voir que donc des graphismes qui pourraient en fasciner certains puis en rebuter d'autres, hein, tellement c'est peu conventionnel. Mais finalement assez classique de la maison d'édition IMHO BD. Fait que c'est sûr que si vous aimez certaines de leurs publications, vous allez probablement aimer ça. Si vous ne connaissez pas, que ça vous tente de vous lancer, après ça vous pouvez aller vraiment faire confiance à cette maison d'édition parce que c'est de très bonne qualité, tout ce qu'ils font c'est juste complètement décalé. Fait que pour vous donner quelques correspondances puis vous faire comprendre à quoi ça ressemble beaucoup à un livre que j'ai présenté récemment, Shichofu, qui était également aux éditions IMHO BD puis qui était complètement décalé et dérangeant. Ça ressemble aussi à Gerexis par exemple, donc tous ces mangas qui sont vraiment complètement qui sortent de la norme. Alors Toi et moi, le jour de la grande catastrophe. Et voilà pour ma batch de manga de cette semaine. Encore une belle semaine de lecture. Alors je termine comme d'habitude avec mes tops et mes flops. Mon flop de la semaine c'est Berserk of Gluttony, à cause du fait qu'on sort énormément de l'univers fantasy dans lequel on nous avait plongé à cause du style un peu RPG, mais qui est pas assez présent non plus, fait qu'on est constamment un peu ballotté entre les deux, puis on ne sait pas trop où se placer. Également les dessins sont pas vraiment impressionnants, il n'y a rien de très beau là-dedans, ni de très addictif dans le dessin, ça fait pas forcément rentrer dans l'univers, donc autant au niveau du scénario que des dessins ça pêche un petit peu. Puis j'ai deux gros coups de cœur cette semaine, même si ça a été difficile de choisir. Alors j'ai Saturn Return pour la qualité de l'œuvre, vraiment de bout en bout, autant au niveau des dessins qui sont très immersifs, que de la manière dont on va rentrer dans la psychologie du personnage, que des sujets qui sont traités, qui sont faits de façon très crue mais jamais exagérée. C'est vraiment très réaliste. En fait on se rend compte que ça pourrait tous nous arriver et c'est assez perturbant. Et mon deuxième coup de cœur c'est Kiruru Kill Me, vous l'aurez compris, beaucoup plus léger. Pour une fois j'ai adoré le fanservice alors que c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie habituellement, avec vous dire à quel point c'est vraiment
bien fait. C'est vraiment hilarant d'une page à l'autre. On veut juste qu'ils terminent ensemble et en même temps on veut juste que jamais que ça s'arrête quoi. Alors il y a le côté épisodique puis le côté comique des répétitions où finalement il va mettre sa tête à prix, ça va pas marcher, il va quand même pouvoir la voir mais elle va jamais tomber amoureuse de lui puis ça va recommencer, mais on s'ennuie pas bizarrement. Alors vraiment très très belle découverte Kigoro Kill. C'est donc ce qui conclut mon vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore cette semaine. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour plus de vidéos manga et en attendant n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, à me partager vos lectures du moment. Ça va me faire vraiment plaisir de savoir ce que vous aimez en ce moment. Merci beaucoup et bonne journée. Bye bye.